m'appelle Patrice Poliquin et je suis administrateur pour la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette. Nous sommes fiers de vous présenter des capsules vidéo en lien avec la campagne électorale provinciale 2022. Avec notre animateur Guillaume Serrois, découvrez nos différents candidats et leurs propositions de plans pour la région pour les 4 prochaines années. Nous souhaitons une bonne écoute et au plaisir de vous rencontrer une prochaine fois. On a la chance d'être avec M. Claude Larouche, candidat du Parti libéral du Québec dans Rimouski. M. Larouche, bonjour. Bonjour, M. Serrois. Bonjour. Et comment ça se passe, là, la campagne jusqu'à maintenant? Écoutez, ça se passe vraiment très bien. Je suis content d'aller voir les gens, d'aller dans différentes rencontres comme celle-ci, parler des enjeux qui touchent les gens ici dans le quotidien, aussi de parler de vision de développement économique régional. C'est vraiment fascinant. Tout le travail que j'ai fait, dans le fond, depuis 2018, des centaines d'heures que j'ai mis en commission politique se trouvent à converger vers un programme politique qui, je pense, est très attirant pour les gens. Donc, vous avez aussi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de pénurie de main-d'œuvre sur le terrain. C'est un peu ça qu'on entend beaucoup de la part de nos entrepreneurs. Votre parti, entre autres, donner des pistes pour encourager les personnes plus âgées à réintégrer le marché de l'emploi ou y demeurer le plus longtemps possible pour participer à notre économie. Et aussi, au niveau de l'immigration, votre parti propose de hausser le seuil d'immigration à 70 000 personnes. Par contre, ça peut créer des enjeux au niveau des régions. Puis, je pense que votre parti veut aussi donner la réponse aux régions par rapport au nombre d'immigrants qu'ils sont capables d'accueillir annuellement. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un peu notre région puisse demander un nombre d'immigrants X et que Québec s'insère dans le fait qu'ils ne peuvent pas donner ce nombre d'immigrants-là par année? Écoutez, l'enjeu d'immigration, l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre est réel et criant pour notre région, comme dans la plupart des régions au Québec. Nous, ce qu'on propose effectivement, c'est de monter les seuils d'immigration qui sont actuellement. En fait, si on prenait cette année, ce serait les mêmes parce qu'on parle d'un seuil de 70 000 d'immigration et de proposer ensuite aux régions qu'est-ce que vous pouvez vous absorber. Une région comme la nôtre, on a de la pénurie de main-d'œuvre, on veut accueillir des gens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez absorber avec les ressources que vous avez en place ou quelles ressources vous allez avoir besoin parce que vous avez besoin davantage d'immigration. Et cette immigration-là doit se faire avec les ressources nécessaires pour les accueillir, pour les intégrer comme il faut, pour pas qu'au bout d'un an ou deux, les gens repartent parce qu'ils sont justement mal intégrés et ça devient trop difficile pour eux de rester ici. Donc, c'est un tout. Bien sûr, vous l'avez dit en entrée de jeu, nous avons d'autres mesures que l'immigration, comme justement les travailleurs expérimentés, faire en sorte que de doubler le plancher d'imposition jusqu'à 30 000 permettent aux gens de faire non seulement être productifs au niveau du travail, mais en plus avoir des gens plus socialement intégrés aussi, continuer la vie sociale. Ça, c'est vraiment important. L'autre aspect aussi qu'on oublie souvent, c'est qu'à 62 ans, on propose de stopper les cotisations de la RRQ pour les gens qui sont sur le marché du travail toujours. Et la raison étant simple, c'est que rendu à 62 ans, on a pas mal, si on est encore au travail, c'est qu'on a pas mal accumulé notre retraite. Donc, c'est ce genre de mesures-là, et avec l'immigration, une immigration bien sûr compréhensive, c'est-à-dire que tient compte des réalités des régions, avec la Charte des régions qui va inscrire ça comme de quoi les régions elles-mêmes vont décider de leur capacité d'accueil, le gouvernement, un gouvernement du Parti libéral du Québec va faire en sorte que ça va être respecté. Et il y aura un ministre régional qui va justement avoir le réflexe région, ce que j'appelle, moi, la fin du mur à mur, le début du sur-mesure, qui va être capable de dire, écoutez, c'est comme ça que ça s'applique dans notre région. Et si on nous avait dit 200 personnes, ça sera 200 personnes. Et on va avoir la voix qu'il faut dans les régions pour mettre ça en œuvre. Vous avez parlé de capacité d'accueil aussi, là, tout à l'heure, au début de votre réponse. Oui. Notre capacité d'accueil est aussi intimement liée à la crise du logement qu'on vit ici, au nombre de places en garderie. J'aimerais vous entendre là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut faire là, de manière régionale là, pour aider la situation, parce qu'on s'entend à Rimouski, par exemple, le taux d'inoccupation, c'est un des pires au Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Oui, effectivement. À Rimouski, le taux d'inoccupation a toujours été très bas. Maintenant, c'est plus que bas. C'est vraiment c'est plancher total. Et effectivement, il faut prendre des mesures. Donc, au Parti libéral, on a des mesures nationales comme la création de 50 000 logements sociaux supplémentaires. Il y a la taxation des gens qui sont des non-résidents qui ont des résidences, donc taxation supplémentaire pour justement essayer d'avoir libéré ces logements-là qui, dans le fond, sont là à ne rien faire alors qu'on pourrait les utiliser.
On sait qu'il y a du télétravail, davantage maintenant, avec suite à la pandémie qui va probablement rester. Alors peut-être réutiliser des édifices à bureaux et les réaménager en logement, décontaminer les terrains publics en particulier pour justement être capable de construire des logements là-dessus. Et tout ça, c'est intégré. Parce que dans le fond, la crise du logement, ça nous prend des gens pour construire du logement, ou faire des rénovations, ou faire des aménagements. Et si on n'a pas la main-d'œuvre, ben, la construction aussi sont victimes d'une pénurie de main-d'œuvre. Alors, ça n'est pas. C'est un tout, dans le fond. Il faut vraiment progresser et vraiment avoir une volonté forte d'aller de l'avant avec des mesures qui vont être bénéfiques là, pour notre région. On parle des garderies. La garderie, pour nous, c'est 8,70 pour tous les enfants, pour tous les parents, OK, pour chaque enfant, par jour. Mais au-delà de ça, c'est un droit. Ce n'est plus oui, on va essayer de vous mettre, mais il faut considérer ça comme étant un droit. Alors, nous, on a décidé que, justement, il fallait absolument considérer ça comme tel. Parce que, encore une fois, si on a des gens qui viennent et on a la moitié des gens qui restent à la maison pour garder les enfants, alors que ça en prend des enfants, on est perdant de la moitié du potentiel qu'on aurait en théorie. Et on est très bien, au Québec, on a quand même été des initiateurs des CPE, des choses comme ça. Et il faut continuer dans ce sens-là, mais avec la mesure à 8,70 par jour, quel que soit le type de garderie, ça nous permet justement d'avoir une transition, mais en attendant, les parents ne paieront pas plus cher. Parfait. Vous savez, à la Chambre de commerce, on est beaucoup dans la concertation, donc on aime ça, aller voir sur le terrain des organismes, entre autres, et il y a la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent qui nous a demandé de poser une question aux candidats. Oui. Eux, ils ont des problèmes récurrents de financement. Alors, est-ce que vous avez dans votre plateforme au Parti libéral quelque chose qui permettrait d'avoir un financement qui est augmenté pour régler leurs problématiques sur le terrain qui ont vraiment beaucoup besoin d'aide au niveau de nos organismes communautaires? Tous les organismes, dans le fond, justement, ont cet enjeu-là. Je parlais avec les MRC cette semaine, puis c'est pour beaucoup de municipalités, le système de taxation est à revoir et tout. Il y a beaucoup de ça dans la Charte des régions du Parti libéral du Québec qui permet, dans le fond, de dire, OK, on va faire une table, on va réinventer la fiscalité. Donc, on voudrait inclure les organismes communautaires là-dedans, qui font partie de nos municipalités, de nos régions. Alors, c'est important d'écouter les gens, qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis comment on peut faire pour justement enlever la précarité des groupes communautaires. Moi, comme individu qui se présente dans une élection dans un comté, ce que je peux dire, par contre, c'est que les organismes communautaires qui reçoivent déjà des fonds au niveau du budget discrétionnaire de l'Assemblée nationale, vont continuer de recevoir évidemment ces fonds-là, parce que c'est très important de redistribuer comme ça. C'est fait pour ça. Et peut-être aller de l'avant sur le rôle du député, mais ça ne se limite pas à ça, le rôle du député, donc à distribuer des chèques. Pour moi, c'est aussi un rôle de catalyseur des énergies qu'on peut avoir dans une région, qu'on doit avoir dans notre comté. Et c'est pour ça que je vois le rôle du député comme étant un initiateur ou un acteur important, une plaque tournante, si on veut, des initiatives qui viennent des groupes communautaires, des municipalités, des autres types d'intervenants qu'on a dans la région, les entrepreneurs, évidemment, la Chambre de commerce en est un, les regroupements, quels qu'ils soient, et se poser des questions. Là. Quelles sont nos forces dans la région? Comment on fait pour exploiter ces forces-là? Et je pense que, à la rigueur, le député peut servir de catalyseur, bien sûr, un point d'ancrage pour beaucoup d'idées, mais il doit les porter à Québec, il doit les porter pour l'ensemble de la province, puis dire, nous, voici ce qu'on veut faire. Et justement, avec la Charte des régions, ça nous permet de dire, on va avoir une voix forte dans notre région du Bas-Saint-Laurent, parce qu'on va respecter nos particularités. Et on a évidemment le ministre responsable de la région qui, cette fois-ci, serait avec portefeuille, donc à la table des ministres, est capable de dire, voici, je ne veux pas que ce soit du mur à mur pour ma région, parce qu'on a cette particularité-là, on veut du sur-mesure. Donc, des aspects très importants qu'il faut considérer. Vous avez parlé de force de la région, justement. C'est quoi, selon vous, la plus grande force de notre comté, de notre région en tant que telle? Notre comté, écoutez, la région dans l'ensemble, on a quand même peu de ressources naturelles. On a la forêt, on a l'agriculture, ce sont des piliers. On a aussi la mer. Ici, on a le fleuve, on a quelque chose comme plus de 30 km entre Rimouski et Forestville. On peut appeler ça la mer, on peut appeler ça l'estuaire. Au bout du compte, c'est du Québec maritime. Moi, je pense que cette ressource-là,
c'est une grande force qui est plus ou moins exploitée, mais qu'on mériterait d'exploiter davantage. Et c'est pour ça que j'ai développé le plan bleu, qui est un plan justement qui vise à développer en termes de croissance économique durable nos ressources du fleuve, arriver avec de l'exploitation, par exemple, des macroalgues qui pourraient nous servir ensuite en circuit court, en économie circulaire, à fournir soit des fertilisants, de la nourriture pour le bétail, fertilisants pour les terres des agriculteurs. Évidemment, Québec solidaire nous ont sorti Québec mer. C'est une très bonne idée. Je pense à Mme Saint-Pierre Dubic qui veut promouvoir la fourchette bleue du Saint-Laurent. Tout ça, ce sont des très bonnes idées, mais c'est des idées qui sont plus ou moins isolées. Moi, ce que je verrais, c'est beaucoup plus gros. Et c'est le fleuve, c'est le Saint-Laurent de l'estuaire et c'est le golfe Saint-Laurent. Ça touche 1000 km de côte quand on part de Québec sur la rive sud jusqu'à Restigouche, environ 1500 km de Québec jusqu'à Blanc-Sablon sur la rive nord. Et évidemment, le Saguenay, il ne faut pas l'oublier, le Saguenay jusqu'à la baie, c'est l'eau de mer. Parfait. Et dans le fond, lors de votre lancement de campagne, vous avez parlé notamment de l'autoroute 20. Bien sûr. Donc pour nous, c'est un enjeu qui est très important. On l'a défendu de longue haleine parce qu'on sait que pour l'économie, entre autres, ça serait très bénéfique pour nos entreprises sur le terrain. Là. Par contre, je me permets de vous questionner là-dessus. Le Parti libéral du Québec est le parti qui avait retiré l'autoroute 20 du PQI. Donc, en quoi on peut vous faire confiance là-dessus quand vous dites que c'est un point d'ancrage important pour le développement de votre mandat? Bien, la première chose, c'est qu'en 2018, quand je me suis lancé, c'était avec l'engagement très ferme qu'on allait avoir la route 20. Sinon, je ne me serais pas présenté comme candidat dans Rimouski pour le PQ, pour le Parti libéral du Québec. J'ai le même engagement fondamental en 2022 et nous avons fait accepter le fait de terminer la 20 et évidemment terminer dans les plus brefs délais possibles l'autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. On s'entend que il y a des études qui sont en cours, qui ont été, la route 20 a été remis du bout des lèvres en fin de mandat par le gouvernement de la CAQ, et au moins 7 au PQI. C'est au PQI pour études. Mais mise à jour des études, ça ne veut pas dire qu'il y a des études qui sont peut-être valides déjà, et on pourrait déjà commencer à travailler sur le tracé qui est déjà décidé, si on veut, ou qui a fait l'objet d'études puis qui est accepté. Donc, on pourrait déjà commencer. Moi, l'objectif que j'ai, c'est de terminer le plus rapidement possible et de faire en sorte que cette route 20-là soit déjà prévue pour 4 voies. Parce que souvent, on voit des viaducs qui n'offrent qu'une voie et quand on va arriver à faire 4 voies après, ça va coûter beaucoup plus cher. Alors, il faut prendre les mesures nécessaires et investir un peu plus aujourd'hui pour avoir 4 voies éventuellement. Je pense que le gros obstacle se situe du côté du comté de Rivière-du-Loup à Trois-Pistoles, où on parle de vraiment un environnement plus fragile. Et à la fin de la journée, il faut considérer que les études qui vont être produites devraient nous donner une idée du meilleur tracé possible. Mais ce tracé-là, il existe. Et le lien autoroutier, il doit être complété. Et j'ai parlé, lors de mon lancement de campagne, aussi du fait de rajouter justement 2 voies, donc avoir 4 voies entre Bic et Pointe-au-Père, parce que c'est là qu'évidemment il y a le plus de circulation et il y a des risques d'accidents plus élevés dans ce coin-là. Merci pour votre réponse. On est aussi à une époque où la crise climatique est très importante. Je pense qu'on voit des événements à travers le monde qui nous rappellent à quel point on est fragile comme humanité quand la nature se déchaîne sur nous. Comment on peut arrimer un petit peu la problématique climatique avec le développement de nos entreprises régionales quand même? Bien, on a parlé du plan bleu, c'est un très, très bon exemple. Et en plus, ça s'arrime très bien avec un autre projet, le projet ECO du Parti libéral du Québec, que Mme Anglade nous a apporté à l'automne dernier, dont on faisait la promotion cette semaine, si je ne m'abuse. Ce projet-là est fantastique parce que ça nous dirige dans la bonne direction du côté énergie verte, hydrogène vert dans ce cas-ci. L'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit avec des produits renouvelables. Et en même temps, c'est une source d'énergie qui va remplacer des carburants fossiles dans nos grandes industries ici au Québec. Des choses qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas contourner, on ne peut pas électrifier. Donc, c'est du mazout, c'est du diesel, c'est des choses comme ça qu'on va remplacer. Donc, à terme, ça va avoir un effet positif ici même, mais aussi pour le transport maritime sur l'ensemble de la planète. Le transport aérien, même chose. Les cellules d'hydrogène comme batterie, si on veut,
où on remplit ça d'hydrogène, c'est utilisé, ben, ça va permettre de remplacer une grande partie du trafic aérien et une très grande partie du trafic maritime, qui autrement ne pourrait pas être remplacé parce que c'est quand même assez difficile d'avoir une batterie assez grosse pour traverser l'Atlantique, par exemple. Excellent. Et vous savez, notre OBNL représente différents membres, du travailleur autonome jusqu'à la multinationale. En quoi vous êtes le candidat le plus habilité pour représenter l'entrepreneuriat dans notre équipe? Écoutez, je suis moi-même un entrepreneur, je suis informaticien. Jusqu'à quelques années, mettons 5 ou je dirais plutôt 10 ans maintenant, j'étais consultant à l'international en informatique à mon propre compte. J'ai encore une compagnie, je sais ce que c'est. On veut, entre autres, comme entrepreneur, avoir le moins de paperasse possible, avoir le plus de direction possible, c'est-à-dire d'être bien encadré, d'avoir des réponses à nos questions, mais en même temps, pas être submergé par la paperasse. Je pense que ça se reflète à peu près pour toutes les entreprises. Mais au bout du compte, ce que je pense, c'est qu'il faut apporter cette espèce de projet-là qu'on veut effectivement développer notre région. Ce n'est pas seulement dire je veux un poste de ci ou un poste de ça. Ce n'est pas seulement de conforter les gens. Bien sûr, ça fait partie de l'équation. Mais au bout du compte, il faut dire comment on fait pour dynamiser notre région. Et ça passe par les gens, les individus, les entreprises d'ici qui veulent rester ici, qui veulent faire progresser notre région. Fantastique, notre région est très attirante. Mais au point de vue économique, il faut nous diversifier, il faut tirer profit de nos forces. C'est exactement ce qu'un projet comme le Plan Bleu nous propose de faire. Et à terme, ben, on développe de l'économie. Et évidemment, c'est une pierre qui roule et qui n'avance pas mousse parce qu'on s'en va dans une tangente qui est très intéressante à ce moment-là. Pour les citoyens, bien sûr, pour les entreprises et pour l'ensemble de la communauté. Puis je reviens là-dessus, c'est que si on a cette attraction-là ou cette région-là qui est très attirante pour les gens, ben, il faut les garder, les gens, par la suite. Il faut garder nos jeunes pour empêcher qu'ils s'en aillent dans les grands centres. Ça prend des perspectives économiques pour ça. Et il faut ramener aussi les jeunes qui ont quitté la région et qui veulent revenir par la suite, parce que justement, on a ce dynamisme-là. Et démographiquement parlant, on a quand même des gros enjeux dans la région. On sait que le vieillissement de la population ici est accéléré. On a déjà, je pense, 25% ou tout près de la population qui a 65 ans et plus. Je ne considère pas ça comme un problème. Je considère ça, par contre, comme un défi. On est vraiment content d'avoir des gens qui sont en bonne santé, qui contribuent à la société. Mais en même temps, il faut dynamiser notre économie pour attirer des jeunes familles, pour justement être capable de progresser comme région par la suite, tant sur le plan économique que social. M. Laroche, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une très belle fin de campagne. Ça me fait plaisir. Merci, M. Serrois. Merci. Merci d'avoir écouté nos capsules où les différents candidats ont pu répondre à des questions importantes pour l'avenir de notre région. Nous vous invitons à aller visionner les autres entrevues en ligne sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la Chambre de commerce et de l'Industrie Rimouski-Neigette, de même que sur les différentes plateformes du Journal Le Soir. N'oubliez pas d'aller exercer votre droit de vote le 3 octobre prochain et à bientôt.